Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Sylvain. Sylvain, peux-tu te présenter ? Écoute, bonjour Laurent. Donc voilà, je m'appelle Sylvain Vaccarès, je suis un spécialiste de la formation, alors d'adultes, d'adultes au travail même, essentiellement. Et donc j'ai comme particularité de m'intéresser et d'œuvrer dans le monde de la formation ou de la digitalisation de la formation depuis 30 ans en fait. Je fête ma 30e année cette année. Donc voilà, donc moi mon travail ça consiste à accompagner des organisations, des entreprises, des administrations, des écoles, des organismes de formation de toutes les tailles aujourd'hui. Vraiment, j'ai des clients de toutes sortes dans la digitalisation de leur dispositif de formation. Voilà, total ou partiel, et surtout dans l'amélioration de l'efficacité de leur dispositif de formation en prenant en compte des éléments importants de motivation, d'engagement des apprenants, d'utilité aussi de la formation et d'efficacité. Très bien. Et alors, dis-moi, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Alors, j'avais envie de traiter une question. Pourquoi, en fait, la formation digitale, ça n'existe pas, contrairement à ce que tout le monde raconte. Très bonne question, ça. Oui, j'avais que ça t'intéresse. Alors, on peut se demander pourquoi finalement, pourquoi ce sujet, c'est pourquoi cette question. Et en fait, bon, voilà, comme je viens de le dire, ça fait longtemps que je suis dans ce métier. Moi, je suis pas rentré par la digitalisation de la formation. Je suis rentré par la formation professionnelle, présentielle. J'ai beaucoup animé dans divers domaines et dans divers univers, environnements, entreprises. J'ai même été prof à l'éducation nationale, voilà. Et en fait, quand je suis arrivé pour moi, les ordinateurs, ça a toujours été des compagnons de route, en fait, depuis très 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 longtemps, bien avant que je fasse de la formation. Et j'ai toujours considéré finalement ces machines-là comme des outils qui pourraient m'aider. Et d'ailleurs, j'ai commencé dès la fin des années 80 à utiliser les ordinateurs dans la formation. Alors, on parlait même pas on parlait d'enseignement assisté par ordinateur à l'époque, mais c'est même pas ça que je faisais. Moi, j'utilisais des outils pour créer des jeux, pour être capable de faire comprendre des notions, etc. Donc c'était vraiment une espèce d'auxiliaire. D'accord. Et quand les gens sont mis à parler de formation digitale, de e-learning, des choses comme ça, je me suis rendu compte que finalement on n'avait pas la même compréhension des choses. C'est-à-dire que les gens ils voyaient le e-learning comme une espèce de tout. Et d'ailleurs c'est toujours vrai. Maintenant on parle de un e-learning. C'est un peu bizarre, c'est devenu un nom. En fait. Et alors qu'en réalité, le e-learning, c'était rajouter une dimension électronique dans l'apprentissage. C'était juste ça. Mais en fait, il y en a partout de l'électronique. En fait, et on ne dit pas je communique pas avec mes enfants, ou je communique avec mes enfants. Il se trouve que j'utilise des réseaux, le téléphone. Des fois, je leur parle en direct, en fait, de face à face. On peut même faire des gestes, en fait. Et on ne s'est jamais dit, non, il y a la communication digitale et puis la communication pas digitale. Et pour moi, la formation, c'était pareil. Et en fait, cette question-là, elle est récurrente. Elle revient tout le temps. Et aujourd'hui, elle revient beaucoup avec l'IA. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se dit, mais alors, est-ce que il y aurait une formation, une notion de formation par IA ou avec l'IA, en fait, qui serait un peu indépendante de la formation en général. En fait, on a créé beaucoup de silos, alors qu'en réalité, c'est la pratique de l'intégration d'une technologie dans le monde de la formation, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, la formation s'en empare. C'était le cas pour le livre, j'imagine pour l'écriture aussi, c'est même si on n'a pas trop de traces.
mais ça a été le cas avec la télévision, souvenez-vous, enfin pour les plus vieux, la télévision scolaire, des choses comme ça. Ça a été, «Ah, on va faire le plan informatique pour tous en 84». Moi, j'ai animé, hein, en 84 et 85 des ateliers, en fait, dans le cadre de ce plan. J'étais tout jeune encore parce que les gens ne savaient pas servir des ordinateurs et moi je savais et à chaque fois, c'était: «Ah mais ça va remplacer, ah mais ça va devenir en fait une espèce de truc autonome comme ça, en fait, ouais, de discipline pratiquement à part entière, en fait, qui serait un peu indépendante du reste, alors que en réalité, ça fonctionne que on n'imagine pas faire de la formation qu'en lisant des livres Oui, ou qu'en regardant des ou en vidéos. écoutant, ou en regardant des vidéos. Non, et pourtant, on parle de video learning, et, et, et en fait, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est que c'est enfermant. En fait, alors qu'en réalité, c'est un outil. Ce sont des outils d'ouverture, des outils qui offrent des opportunités. Ce ne sont pas des outils qui sont là pour emmener les gens dans un tunnel ou dans un couloir comme ça, qui nécessiterait d'avoir voilà, d'utiliser systématiquement de la technologie ou systématiquement une forme de média ou systématiquement, voilà. Je pense que voilà, l'IA va nous aider, par exemple, mais elle va venir en complément de tout ce qui existe et c'est une couche de plus en fait. Hein, et Quand tu parles voilà. d'une couche de plus, est-ce que tu remarques que ce qu'on a rencontré au fur et à mesure des années comme nouveauté, c'est venu s'accumuler? Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées, qui sont devenues permanentes et sur lesquelles les nouvelles technos, les nouvelles avancées sont venues se mettre? Ou bien est-ce qu'il y a des cycles de vie, les choses sont apparues, disparues, ça n'existe plus, ou c'est implémenté, Bah, complémenté? Tu vois ça comment toi? en fait, il y a un peu les deux. Je pense que ça dépend un peu de l'échelle sur laquelle on se place. Je pense que il y a des choses qui sont permanentes et finalement, aujourd'hui, par exemple, utiliser la communication digitale, euh, même dans des formations présentielles longues, par exemple, les gens vont créer un groupe WhatsApp pour communiquer entre eux à distance, sans que personne d'ailleurs souvent les mêmes intégré dans son ingénierie. Donc il y a des choses, il y a les usages du numérique aujourd'hui, ils ont infiltré toute la société et tous les modes de communication, que ce soit dans sa famille, même dans la relation amoureuse. Enfin voilà, dans tout ça, c'est intégré. Donc forcément, ça crée une couche de permanence. Hein. C'est comme le livre finalement en fait. Hein. Les gens lisent à la fois des romans, des notices de machine à laver et puis des essais, des documents de recherche. Enfin, voilà, il y a toutes sortes d'ouvrages. Et finalement, c'est devenu presque transparent en fait. Et donc il y a une couche transparente, je pense, qui existe. Et puis après, il y a des épiphénomènes comme ça avec des poussées. Alors il y a eu, je sais pas quoi, le Serious Game. Ah Le oui. Serious Game n'a pas disparu. Hein. Mais, mais par contre, à chaque fois, les gens poussent pour dire, on a une espèce de modèle explicatif. On a trouvé l'espèce de martingale comme ça, en fait, qui expliquerait, qui permettrait de tout faire. Alors qu'en réalité, non. Le jeu en formation, c'est vieux comme le monde, et le serious game basé sur du jeu vidéo, bah, c'est juste l'évolution du jeu, hein, qui est le jeu vidéo finalement, et c'est normal que la formation s'y intègre, mais la dimension ludique dans la formation a toujours été un outil, en fait, qui est très efficace dans certains cas, qui est inadapté dans d'autres. Non pas que ce soit pas adapté en termes d'objectifs, mais c'est inadapté en termes de moyens, souvent. On ne va pas faire jouer les gens tout le temps, puis ça coûte, enfin, ça nécessite une grosse ingénierie, donc il faut que ça vaille le coup d'une certaine manière. Et, euh, et on a ça, on a eu, je sais pas quoi, les MOOC, on a eu. En fait, c'est quand on se focalise sur des formes un peu précises et qu'on veut on veut en faire une généralité. Ça dure pas. Il y a une espèce de montée de fièvre, et puis après ça redescend pour retomber finalement à. Ça disparaît pas en fait, hein, ça retombe à son niveau, j'allais dire Ouais, normal. Hein. son C'est comme s'il y avait plafonnement en vérité. Mmh. ouais, c'est ça. La rivière rentre dans son lit tranquillement après une période de crue un peu bizarre. Euh, et ça vient, c'est un petit caillou voilà, un petit outil de plus en fait dans la mallette du formateur, du pédagogue, euh, et, et, euh, et puis ça, voilà, ces poussées de fièvre, elles font avancer aussi les choses parce que comme il y a plus de moyens, les gens s'y intéressent plus, ben, ça fait, il y a peut-être des avancées un peu plus rapides à ce moment-là, mais encore, hein, ça serait d'être vous êtes vraiment regardé de près, mais voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un peu les deux. En fait, il y a un petit peu les deux. Euh, euh,
je me pose la question suivante. Tu sais, moi, j'adore parler de dorsale pédagogique sur laquelle on vient positionner des outils facilitant les apprentissages. J'ai l'impression, moi, qu'aujourd'hui, cette dorsale pédagogique, elle passe vraiment à la trappe, en second lieu, derrière les technos. Et ça me Oui. gêne parce qu'en vérité, je vois des technophiles qui arrivent qui n'ont en vérité plus rien de pédagogique. Des propositions de formation qui sont complètement incohérentes. Et c'est quelque chose que j'observe, enfin, que c'est peut-être parce que j'ai un point de focus là-dessus, ou c'est quelque chose que tu vois toi aussi qui... Non, non, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est vrai depuis le début. Moi qui observe ça depuis très longtemps, c'est vrai depuis le début. Et, euh, Mmh. et en fait, c'est même pire que ça parce que il y a un double phénomène. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène effectivement de gens qui vont s'appuyer sur la technologie pour finalement entrer dans le monde de la formation, mais sans en connaître finalement les finalités ou sans avoir creusé suffisamment le sujet. Alors c'est pas tout le monde, hein, bien sûr, hein, il y a des gens qui sont plus malins que ça, mais ça reste une majorité quand même souvent. Et puis de l'autre côté, on a un autre phénomène qui s'est développé et que j'ai pu observer, qui sont aussi les professionnels de la formation qui ont refusé en fait la digitalisation. C'est-à-dire que on est quand même dans un des derniers secteurs, avec les coiffeurs peut-être, C'est moche. mais et quelques autres en fait, mais pour des raisons très différentes, qui ont refusé la digitalisation. Aujourd'hui, l'usage du digital dans la formation, il est minoritaire en fait. Et les études sont souvent pas assez précises pour voir exactement de quoi on parle, mais quand on interroge les gens en disant est-ce que vous mettez digital, s'il s'agit de mettre un quiz à la fin de la formation où on répond sur son téléphone, c'est pas vraiment mettre du digital dans la formation. S'il s'agit de faire un caout dans une formation présentielle, enfin, on est au degré zéro de la digitalisation quand même. Hein. Donc, si ça s'est compté dans les pourcentages, et ça l'est, hein, en réalité, ça veut dire on est sur une toute petite minorité de gens qui ont intégré le digital comme un élément important du processus d'apprentissage, avec un niveau d'intégration de la multimodalité, on va dire, enfin un vrai dispositif multimodal finalement en fait, hein, conçu comme étant multimodal et pas avec un petit bout de digital de temps en temps ou avec quelques morceaux de digital dans une crème présentielle, si je puis dire. Voilà, donc je pense que c'est ça. Alors que c'est dommage parce que le digital offrait et offre toujours une promesse euh, qu'il était difficile de tenir avec du présentiel pur. En tous les cas, ça demandait des moyens énormes. C'était le fait de pouvoir mettre l'apprenant au centre, en fait, du dispositif. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment l'orienter à partir de lui. C'était ça la promesse du digital, en fait. Et ça s'est pas du tout développé comme ça. Enfin, très peu en tout cas, pas assez. Ça n'a pas changé la phase de la formation aujourd'hui. On peut pas dire ça. Alors, ça a formé, ça a changé la Ah oui. musique, par exemple. La distribution de la musique, Ça a ça a changé changé la des secteurs photographie. complets. Ça a Photographie, changé la ouais. photographie, ça a changé. Il y a des secteurs entiers en fait qui ont été impactés et pour lesquels il y a eu une vraie révolution. Euh, et, et- et en formation, non. On peut pas le dire en fait. Hein. Je pense qu'on Tu peut vois, pas le moi, dire. dans ma pratique et dans ce que j'ai, les ingénieries que j'ai faites, et au début, j'ai intégré le digital. En vérité, pour moi, le digital, c'était intégré uniquement dans la dimension de l'accompagnement. C'est-à-dire que pour moi, c'était, comme dit Jacques Rodet, cette présence à distance qui était fondamentale. Et en vérité, je me suis rendu compte, et c'est là que je l'ai vraiment mis, tu vois, comme un outil à mon service, subalterne, je dirais, parce que j'avais besoin de lui justement pour ce contact permanent, pour les échanges. Mais c'était vraiment mon intention première, c'était pas pour former, c'était pour accompagner les apprenants dans le dispositif de formation. Tu vois, je suis rentré par là, moi. Ouais. Et c'est une entrée intéressante hein, parce que si tu rentres par là, ça t'évite de certaines Mm. chimères en fait. Euh, parce que les gens sont quand même plutôt rentrés sur la dimension auto-formative. Hein, ils sont rentrés par le contenu, c'est-à-dire qu'en fait la formation de toute façon elle a un problème avec le contenu depuis longtemps et
Et le digital a été un amplificateur de ça, hein. Moi, c'est ce que j'ai toujours regretté et c'est ce contre quoi je me bats depuis très longtemps maintenant. Et on progresse pas très vite, je trouve. Mais c'était l'idée que finalement, comme on allait pouvoir diffuser du contenu massivement, bah, on pouvait se permettre de le faire. Alors qu'en réalité, on est très très loin de l'efficacité pédagogique quand on fait ça. En fait, on sait bien que l'efficacité pédagogique, on va la trouver beaucoup plus dans la capacité à appréhender l'apprenant, à lui offrir un service qui soit adapté, et ça passe forcément par une dimension relationnelle. C'est pour ça que rentrer par les relations, comme tu le disais, c'est pas commun, hein, d'être rentré par là, et pourtant il y avait sans doute beaucoup plus de valeur à aller chercher là que à diffuser massivement des modules de formation qui vont à Le personne. constat que j'avais fait, c'était que quand je regardais ce qui était fait en dispositif de formation, je voyais pas de dispositif qui avait pas de contenu, ça n'existait pas. Donc je me suis dit, bon, a priori, le contenu, il y en a partout, je vais en trouver, il y en aura. Par contre, les dispositifs où il y avait de l'accompagnement et de l'évaluation, parce que pour moi, c'était les deux choses clés pivots, alors là, c'était la bérésina, hein, c'était soit inexistant, Ouais. soit n'importe quoi. Enfin, c'était très très peu structuré. J'arrivais pas à trouver de choses structurées comme ça. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu rentrer là-dedans pour essayer de prendre un peu ce contre-pied en me disant, bon, de toute façon le contenu j'en trouverai toujours, hein. J'y arriverai. Ça m'avait pas préoccupé le contenu. Donc tu vois, c'est Ouais. un petit peu sur ce constat-là, parce que j'accompagnais, moi je formais des formateurs, donc je construisais des dispositifs de formation, j'accompagnais les équipes commerciales dans la construction des dispositifs qu'ils allaient vendre après avoir récupéré la demande de clients. Et du coup, je me rendais compte que dans ce que je regardais, j'essayais de m'inspirer, j'essayais de voir un peu ce qui se fait. Je me disais, bah, ouais, enfin, les contenus, il y en a partout, quoi. Mais c'est vraiment dans la façon dont on va permettre aux gens d'accéder au contenu que c'est important. Enfin, à mon avis, hein. Ouais, ouais, oui. Et on a vu que le digital, il a poussé certains acteurs de la formation à se prendre pour des éditeurs d'une certaine manière, en fait. Au moment même, d'ailleurs, où le monde de l'édition allait plutôt mal, hein, à cause du numérique, Eh ouais. justement, et que les éditeurs, ils cherchaient à en sortir. En fait, c'était assez paradoxal, et on voyait la formation qui voulait rentrer dans ce domaine-là, qui était une impasse, en fait. Et aujourd'hui, on a encore, en fait, hein, ce travers-là. J'aurais même, enfin, moi, je suis inquiet parce que ce que je vois aussi, c'est que ce qui a freiné, en fait, jusqu'ici, cette tendance, c'était le fait que c'était très coûteux de produire des contenus, en fait. Et aujourd'hui, avec l'IA, ce coût, il disparaît. Et donc, la tentative va être extrêmement forte d'inonder le monde de contenu produit avec l'assistance de l'IA, parce que ça va tellement baisser les coûts que ça va alimenter encore cette idée que finalement les gens se formeraient pas parce qu'ils auraient du mal à accéder à la bonne information. Mais c'est pas du tout ça, en fait, la problématique. Et tous les gens qui connaissent le monde de la formation de façon sérieuse le savent bien. Et que le contenu n'est que l'arrière-plan du dispositif. Alors si ça coûte moins cher d'y accéder ou de le fournir ou d'être capable de le Mm. personnaliser, tant mieux. C'est un vrai atout. Et en ça, à mon avis, l'IA est Ouais. vraiment intéressante. Mais en revanche, il faut que le dispositif, lui, soit bien orienté sur l'accompagnement. En fait, c'est un métier du care, la formation, hein. C'est un métier de la prise en charge. C'est pas un métier de Ouais, de contenu, en déversement de fait. contenu, hein. Voilà, ça, on remplit pas C'est des ça. gens. J'ai une collègue qui a une image que j'adore. Elle dit, tu sais, en fait, bon, tout le monde sait, hein, c'est l'apprenant Oui, qui apprend. C'est pas le formateur qui fait c'est ça. apprendre. Enfin, il aide les gens à apprendre, mais il peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un. Et donc, elle me dit, ben, elle utilise la métaphore du jardinier. Elle dit, le jardinier, il arrose sa plante pour qu'elle pousse. Il dit, on n'a jamais vu un jardinier qui Ah tirait non. dessus pour la faire grandir. Ah bah J'adore c'est cette ça. image. C'est totalement ça. Et en fait, on a pensé que avec le digital, en fait, on pourrait tirer sur Mm. l'apprenant comme ça, ou le remplir plus vite, ou j'en sais rien. En fait, pour que ça s'améliore, alors qu'en réalité, il avait déjà les moyens de s'auto-former finalement, et que on pouvait lui faciliter la vie, mais ça allait être très marginal, et que ça a réussi. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui s'auto-forme, en fait, qui ne suit pas de formation, hein. D'ailleurs, c'est le cas de pas mal de formateurs ou de Mm. formatrices. C'est ça. Ça pose question, d'ailleurs. Et évidemment, moi, quand j'ai vu le web arriver, quand j'ai vu les difficultés que j'avais à accéder à l'information dont j'avais besoin, et comment ça,
ça a été incroyable pour moi. Enfin, pour moi, ça a tout changé. Mais autour de moi, où les gens qu'on formait, ou les gens pour qui on créait les dispositifs, c'était pas cet effet-là que ça faisait chez eux, en fait. Et donc, les autodidactes, comme on dit, ou les gens qui sont très autonomes, évidemment, ils ont trouvé tout de suite. Mais ils n'avaient pas besoin d'être accompagnés. Moi, il n'y avait pas besoin qu'on me fasse des parcours. J'étais capable de me les faire moi-même. Donc, c'est C'est voilà, comme c'était ça une que je me suis formé. course. Moi, tu sais, je regardais les référentiels, je faisais le point de ce que je savais, de ce que je savais pas, et je mettais en place directement sur les lacunes en avant. Hein. Mais Bah oui, parce qu'on bah oui. sait le construire. En vérité, on sait construire notre parcours d'apprentissage. Et c'est ça dont les gens ont besoin. En vérité, ils ont besoin d'un guide qui leur montre le chemin par où il faut passer. Et tu vois, ce qui avait été pour moi, et là où le digital m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais expérimenté le fait que sur un même contenu d'apprentissage, un même objectif d'apprentissage, la variabilité, c'était toujours le temps d'appréhension par les gens. Et du coup, je me suis mis à focusser, moi, sur, en vérité, je vais pas modifier le contenu, je vais modifier le temps d'apprentissage. Et quand j'ai construit le dispositif Grande École du Numérique, là chez nous, le CCI Open Lab, on formait déjà, on va prendre juste l'exemple des développeurs, on les formait en 6 mois. Bon, c'était déjà avec prérequis, on leur faisait passer des tests, on les faisait rentrer, 6 mois après, ils passaient leur titre. Et du coup, là, il y avait des nouvelles donnes avec la Grande École du Numérique, très inclusive, discrimination positive, des gens qui n'ont pas de prérequis académiques. Et donc, tout de suite, je me suis dit, mais oui, il faut que je change le temps pédagogique. Le contenu, je vais pas le changer. Donc, en réalité, j'ai changé ce temps pédagogique et les formateurs avec qui je pilotais le dispositif me disaient, mais comment on va faire s'ils ont fini en 6 mois? Parce qu'eux, ils avaient ce laps de temps et ce créneau. Et je dis, c'est pas grave, ceux qui auront fini en 6 mois feront ce qu'on fait, ils enseigneront, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, ils viendront se regrouper auprès de ceux qui ont des lacunes ou qui vont moins vite. Et en vérité, c'est la variabilité du temps pédagogique qui a fait que les apprentissages ont réussi, que à 96% les gens ont réussi, donc ça se mesure, quoi, parce que c'est quand même important d'avoir des mesures, des réussites à un passage de titre. Et c'est vraiment le digital qui nous a permis d'accompagner ça de façon individuelle dans le cadre d'un parcours où les apprentissages distribués sont les mêmes pour tout le monde. Et ça a été une vraie gymnastique. Par contre, la particularité, quand j'avais fait ça, on était accompagné par la politique de la ville, et la préfète m'avait dit, mais Laurent, mais comment tu fais? Ton truc, il marche, ils sont super contents. Les retours qu'on a des gens de Pôle emploi ou des missions locales qui accompagnent vos publics, qui vous dites que vous les transformez, tout ça. Je lui ai dit, écoutez, Madame la préfète, en vérité, je construis un avion en plein vol. C'est-à-dire qu'on est automatiquement, enfin moi j'ai pas vu d'autre solution que d'être dans une dimension de dynamique. À un moment donné, il faut passer plus de temps à expliquer, à des moments tu n'en as pas besoin, tu restes faire le temps. Et là du coup j'ai commencé à démembrer mes parcours de formation. La séance pour moi n'avait plus de sens, la séquence devenait l'unité de mesure, tu vois un peu, parce que dans la séquence j'avais plus de variabilité possible. Et vraiment sur cette approche de temps, le fait de pouvoir accompagner en présentiel, en distanciel, des gens qui font la même chose mais pas au même rythme et au même moment, et là favoriser ce qu'on va appeler la cohérence des ZPD. Les gens se mettent ensemble, tout compte fait. Tu te rends compte qu'ils vont un petit peu se mettre ensemble, et nous, notre job, c'était de leur faire rencontrer le niveau supérieur de cette zone proximale de développement. On était sur cette observation, tu vois, pour que ça tire vers le haut, que ça reste pas bloqué, quoi. Mais pas trop, pour pas qu'il y ait de rupture entre pour pas que cette relation d'apprentissage n'existe pas. Et tout le boulot, en vérité, a été de moduler sur cet espace-temps la façon qu'on avait de raccorder ces zones proximales de développement pour accompagner tout le monde à la réussite, tu vois. Et ça, c'est le digital qui nous a permis de le faire. En présentiel pur, normé, avec des jours, des séances déterminées, tout ça, c'est impossible à vivre, ça. C'est parce qu'il n'y a pas l'aléa, en vérité. Tu subis l'aléa, tu l'accompagnes pas, donc ça peut pas marcher.
Ouais, Tu vois? je suis d'accord avec toi pour aller dans le sens de ce que tu dis. J'avais fait il y a longtemps, hein, il y a peut-être 20 ans, hein, quasiment maintenant. On avait développé des modules de formation, d'auto-formation en fait pour des professionnels et avec une école et ils avaient des BTS, donc des BTS qui étaient vraiment sélectionnés à l'entrée, donc en fait une population de gens qui avaient le même âge, à peu près le même parcours scolaire et qui en plus étaient sélectionnés à l'entrée, donc une population homogène Ouais, comme tu n'as jamais dans le monde de la c'est formation clair. professionnelle. En fait, on leur avait fait faire, on voulait tester en fait la durée des modules, et donc pour réussir. Et comme c'était dans leur programme, ils avaient dit bon bah cette partie-là du programme, finalement les gens vont le faire, les étudiants vont le faire en autonomie. Donc il y a 60 étudiants et étudiantes, et ils devaient aller dans un endroit, un centre de ressources, où là ils avaient accès au module en ligne et donc, ils signaient quand ils arrivaient, leur heure d'entrée, ils accédaient à la machine et puis ils signaient quand ils partaient. Et puis on a vu, et ils partaient quand ils avaient réussi en fait l'évaluation. Et après, on a sorti les données et j'ai montré ça aux profs. Je leur ai dit, ben voilà, les, vos étudiants là, hyper homogènes, entre celui qui est le plus rapide et celui qui est, ils ont tous obtenu hein, le certificat. Donc ils ont eu l'évaluation, c'est pas mal de la connaissance en Ouais. plus. Hein. C'était les histoires de ces classifications des animaux, des Ah plantes, oui, etc. la Et, taxonomie. et voilà. Et donc, mais c'était assez complexe parce que il y a beaucoup de ramifications, etc. Donc c'était costaud. Donc ils avaient validé le truc hein, au sens de la norme, hein, parce qu'il y avait un certificat officiel, etc. Et en fait, ils avaient mis entre le plus rapide et le plus lent, il y avait un rapport de 1 à 5 sur Ah le oui, temps, tu en vois? fait. Et quand on dessinait en fait les temps, on avait une belle courbe de Mmh. Gauss. Et après, j'ai débriefé avec les profs en disant ça, vous le faites en classe d'habitude. Donc ça veut dire que vous avez en fait 20% des gens qui s'ennuient ferme, vous avez 20% des gens qui ne comprennent rien, et, euh, et puis vous travaillez pour le paquet du milieu, quoi, grosso modo en fait. Et encore, hein, ceux qui sont un peu au bord, c'est dur pour eux. Donc, et ils en revenaient pas. Et je dis, vous imaginez, là, on est en train de produire des contenus pour des gens qui travaillent dans des tas d'environnements, des gens qui viennent d'horizons complètement différents, en fait, qui ont besoin de connaître ça, en fait, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Parce que là-dedans, on avait des pilotes de ligne, des pharmaciens, mais on avait aussi des gens qui faisaient de la dératisation, d'entretien d'espace vert, etc. Donc vraiment un public hyper hétérogène. Je dis, vous imaginez sur combien de temps on va être? Et le problème, en fait, que tu soulèves, c'est que c'est un problème d'évaluation. En fait, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le problème, en fait, c'est que l'évaluation dans la formation professionnelle aujourd'hui, elle est liée au financement. Et le financement, il est lié au Eh oui. temps. Alors que si on regarde la définition de l'action de formation telle qu'elle a été formulée la dernière fois, la notion de temps, Oui, elle y est pas. je sais bien. Je Mais sais quand bien. tu vas Je sais bien. discuter avec un centre de formation, lui, il est encore calé sur l'ancien modèle. Le financeur, parce qu'en fait, son C'est ça. financeur le Bah finance oui, comme c'est ça. bien. Donc, voilà. Donc, donc on voit bien. Et quand je parlais du digital, euh, pour moi, c'était cette rupture-là, en fait, qui l'autorisait, comme tu le disais. Et pour moi, le monde de la formation s'en est pas emparé comme ça de manière majoritaire, et encore pas aujourd'hui de façon majoritaire, alors qu'en réalité, c'est là qu'on pourrait vraiment faire un saut qualitatif en réfléchissant un petit peu en dehors du cadre et en disant bah, finalement je m'intéresse à l'apprenant, il a des caractéristiques, évidemment tout le monde ne va pas à la même vitesse, évidemment tout le monde n'a pas la même manière d'aborder les choses, évidemment, et en fait avec le digital, on peut prendre en compte cette diversité de manière plus efficace euh, que quand on est en salle. Non pas qu'on puisse pas le faire en salle, hein, mais ça demande des moyens considérables et c'est extrêmement compliqué. Alors qu'avec le digital, on peut introduire de la souplesse. Il faut pas en mettre partout, évidemment, mais on peut arriver en fait à améliorer l'efficacité globale du dispositif, comme l'exemple que tu citais. Et moi, j'en ai des foules d'exemples. Mais on s'autorise pas à le faire parce qu'on fait pas l'ingénierie dans ce Eh oui. sens-là. Et Et excuse-moi, tu vois, moi, ce que j'avais mis en œuvre, en vérité, je connaissais bien les dispositifs, hein, parce que bah, c'est de l'ingénierie, donc je connais très bien ce qui est, les normes, les attendus. Et quand j'ai monté la grande école, en codir, je me souviens de leur avoir dit, voilà, je vais vous expliquer ce que je vais faire, mais concrètement, le plus important qu'il faut que vous compreniez, c'est que je vais désobéir. C'est-à-dire que je vais désobéir à la norme d'usage.
Pourquoi? Parce que Ouais. je vais privilégier l'apprentissage qui ne peut pas s'acter comme il faut dans le carcan que vous me posez. Je te donne juste un exemple. J'ai eu des gens qui étaient agoraphobes, à qui j'annonce qu'il va avoir une vie formidable. Le gars, il va avoir 24 potes avec lui en permanence, ça va être le kiff total. Et moi, on me Mmh. dit, s'il est absent, par demi-journée, dans une feuille de présence, tu marques absent ou présent, et lui, il a son revenu, qui est quand même le RSA, très souvent, Ouais, qui va être imputé d'autant. ouais. Donc, je Mmh. préviens dès le départ, où je leur dis que moi, ce qui est important, c'est que la personne soit dans le dispositif. Moi, quand il vient, c'est une victoire. Donc, mon objectif, c'est qu'il vienne, de ne pas le sanctionner, donc que je désobéirai. C'est-à-dire que je prendrai des libertés avec les normes, les usages qui sont faits, et que si je ne peux pas faire ça, je ne pourrai pas mener à bien la capacité d'accompagner les gens dans leur apprentissage. Eh bien, Mmh. ils ont accepté, et tu sais à quelles conditions? Eh ben nous, là, je Non. bossais sur un gros centre où il y a 2000, 3000 personnes qui bossent. Ils m'ont dit, OK, c'est OK, tu le fais, mais tu le fais pas dans nos murs. On va te trouver un coin, tu vas le faire à part. Et alors du coup, ça m'intéressait parce que moi, du coup, je me disais, je vais former des gens qui sont issus des quartiers prioritaires politiques de la ville. Et moi, direct, je leur dis, bah oui, on va s'installer dans les quartiers prioritaires. Et là, ouf, Mmh. ça avait Ouais. piqué un peu. J'y vais. Oh, et puis après, ils m'ont dit, après tout, c'est toi qui y vas. Si tu veux y aller, vas-y. Entre parenthèses, c'est pas des coupe-gorge. Moi, j'ai des gens adorables toute la journée. On n'a jamais eu de problème. On a fait le boulot pendant 4 ans. Enfin, ça a été incroyable comme expérience. Mais là, en vérité, le départ, il faut que la structure accepte que tu désobéisses. Et mon directeur a pris sa retraite. Je l'ai revu il y a pas longtemps. On discutait et on revient à parler de ça. Et je lui dis, tu sais, je lui dis, je te serai éternellement reconnaissant de m'avoir autorisé à désobéir. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais en vrai, on n'avait pas trop compris ce que tu voulais faire. Alors, mais bon, on savait que ça serait fait, tu vois. C'était un peu ça le truc. Mais ça m'a fait marrer quand il m'a dit ça. Il m'a dit ça il y a quoi? Il y a 3 mois là. Et, et, Non, mais et c'est tu vois bien qu'en vérité, on a énormément de difficultés à, à être opérationnel dans un cadre clivant, en vérité. En réalité, le cadre devrait être au oui, service de l'apprentissage, pas le contraire. oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Et puis ce qui est intéressant dans ton exemple aussi, je trouve, c'est que ça impacte la dimension spatiale. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a compris que la formation en ligne, ça permettait de le faire à distance. Mais personne n'a été jusqu'au bout. Enfin, la plupart des gens, en fait, ont une vision de la mise à distance, en fait, qui est un peu abstraite. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent que finalement, euh, s'ils sont à distance, on les voit plus. Donc, d'une certaine manière, c'est le Ouais, c'est nuage, ça, c'est le ça. cloud. En fait. C'est rigolo les métaphores qu'on utilise en fait c'est dans le nuage, c'est vaporeux, c'est quelque chose, on voit pas trop ce que c'est, machin ça. En fait, c'est pas du tout le nuage. Les gens, ils sont toujours, ils ont toujours un corps, ils sont forcément quelque part avec les contraintes en fait qu'ils ont là où ils sont. Et ce qui change quand même la donne dans le digital. Et c'est pour ça que je trouve que la formation digitale aussi n'existe pas. C'est qu'en fait, les gens, ils sont bien situés, en fait, géographiquement. Et en fait, plutôt que de les inviter chez nous, où finalement, chez nous, quand je dis chez nous, c'est en centre de Ouais. formation, par exemple, dans une salle, euh, où finalement on maîtrise l'environnement, on l'organise en fait de façon à ce qu'ils suivent leur formation, et finalement on a une forme de contrôle en fait sur l'espace, sur les conditions, euh, là dans la formation à distance, en fait on s'invite chez eux, mais comme on s'invite chez eux, d'une certaine manière, et qu'on ne sait pas comment c'est chez eux, et que chez chaque personne c'est différent, il faut prendre en compte ces éléments-là. Et finalement, prendre en compte ces éléments-là, c'est prendre en compte l'apprenant. En fait, c'est-à-dire que c'est l'apprenant dans son entièreté. En fait, quand on le fait venir dans notre salle, finalement, on a l'impression que comme on organise l'espace, finalement, on va s'intéresser à son cerveau et voilà, et puis on va organiser le fait qu'il soit assis, machin, ça. Mais quand il est chez lui, en fait, c'est Ouais. déroutant, en fait, parce que chez lui ou à son bureau ou dans son entreprise ou dans une usine. Hein. Moi, j'ai fait des modules de formation où les gens suivaient la formation dans une usine où il y avait un bruit d'enfer. Et ils étaient debout devant une borne, en fait, hein, au milieu de l'usine, hein, au milieu des machines. Donc, j'ai fait des formations où les caissières se forment au supermarché pendant les heures d'ouverture du supermarché sur la caisse, sur la ligne de caisse en fait. Donc voilà, là on se dit mais il y a quand même, enfin il n'y a pas la prise en compte en fait suffisante de la dimension spatiale
corporelle aussi en fait, Mmh. en disant: «Mais c'est quoi en fait, physique?» parce que c'est des gens, physiques en fait qui se fatiguent, qui ont froid, qui sont, perturbés par l'environnement autour d'eux. Ils ont des oreilles, des yeux, machin. Donc il faut prendre en fait en compte cette dimension dans la formation à distance, dans la formation digitale et on a eu l'impression que la digitalisation finalement, c'était aussi pour certains l'occasion de se débarrasser de toute cette contingence Ouais, c'est ça. qui est absolument essentiel et qui est un Mmh. levier. C'est pas évidemment qu'il y a des contraintes où il y a des choses à prendre en compte et que c'est pas toujours simple, mais c'est aussi un levier. En fait, les gens ils apprennent avec leur corps, en fait, avec là où ils sont, avec le moment où ils le font, et ça c'est quelque chose qui quand tu t'intéresses au tutorat, bah, tu parlais de Bah Jacques oui. tout à l'heure de Jacques Rollet. Lui, il explore ça évidemment en détail, mais c'est dans le tutorat, tu es obligé de prendre en compte en fait la manière dont les gens réagissent. En fait, tu peux pas uniquement leur dire alors voilà, j'ai réfléchi, voilà comment vous allez faire. J'ai vu un truc il Donc, y a pas longtemps comme ça, on demande de répondre à un appel d'offres. Je lis l'appel d'offres, l'idée c'est de former des personnels dans des EHPAD, tu sais, qui sont au contact des résidents. Et de mettre à leur disposition des outils digitaux, tu vois, pour tablettes et compagnie. Et là, dans le cahier des charges, on nous explique qu'il faut qu'on construise une formation dans un LMS qui sera accessible, dans un ordinateur, tout ça. Alors moi, j'ai un EHPAD, je passe tous les jours devant quand j'amène des gamins à l'école. Et donc, du coup, je vais les voir. Je dis, alors, du coup, vous faites des formations des fois? Ouais, ouais, ouais. Comment vous faites? Vous avez une salle? Ah bah non, on n'a pas de salle. Mais les ordinateurs, ils sont où? Ah bah, il n'y a pas d'ordinateur. Donc du coup, j'ai renvoyé un courrier au gars, enfin un mail en disant, écoutez, moi je veux bien qu'on déplie ça, mais ils vont jamais pouvoir l'utiliser. Moi, ce que je vous propose, voilà, je vous dis, je vais faire un truc, c'est comme un blog. On va prendre les thématiques, on va écrire comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Ils cliqueront dessus, ils auront une micro vidéo opérationnelle là où ils vont pouvoir faire en un plan, tu sais, A, B, C, D, en 4 étapes ou 3 étapes maximum. Et en avant, on va leur faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le mec, il me dit, vous avez raison, c'est vrai que ça marche pas. Bah oui. Et j'ai dit, mais vous alliez l'acheter. C'est ça le pire. Ils se sont même pas occupés des gens sur le terrain, quoi. Comment ils vont l'utiliser, c'est incroyable. Ça, c'est le truc de ouais, fou, quoi. Tu te dis, oh, oui, mais c'est tellement ah oui, fréquent. Tu sais, alors bon, moi j'ai commencé il y a très longtemps, donc à l'époque, c'était le tout début. Enfin, quand j'ai commencé la formation en ligne, c'était l'arrivée d'Internet en France, mais dans le grand public. Les entreprises n'avaient pas Internet, elles sont venues beaucoup plus tard. Et donc les projets que je faisais pour les grandes entreprises, c'était des projets qui étaient diffusés sur des disquettes ou des CD-ROM. Parce que les micro-ordinateurs s'étaient répandus dans la plupart des grandes entreprises déjà, pas toutes, hein, mais la plupart. Et donc, ils étaient capables d'afficher de la couleur, par exemple, sur les écrans. Ils étaient capables de, voilà, on commençait à avoir quelque chose d'un peu multimédia. Et, euh, et en fait, quand je suis rentré dans la boîte où j'étais, la blague interne, en fait, c'était de dire, tiens, tu vas faire un projet, bah, le challenge, c'est qu'il soit diffusé. Bon, au début, je me disais, bah, quand même, ils vont pas investir autant d'argent pas le diffuser. alors qu'ils Si, si. Et ben, ils ont dit ah mais nous ça fait des mois qu'on fait des projets, personne ne dit enfin quand on arrive à la diffusion il y a toutes les disquettes tout ça, personne ne sait comment on va par exemple les expédier, les adresser aux gens, etc. Donc finalement les gens ou on sait même pas s'ils ont un ordinateur parce qu'il n'y a pas de recensement et effectivement les premiers projets que j'ai fait enfin je dirais que pendant les 3 ou 4 premières années, j'avais moins de la moitié des projets que je faisais, avec des sommes conséquentes. Hein. Des projets, ça coûtait cher, hein, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, à l'époque de le faire. Et il ne rencontrait jamais aucun Ouais, c'est apprenant. En fou fait, ça. c'était frustrant, en fait, mais c'était la tendance. Et ça commençait en fait à changer avec Internet. Enfin, en tous les cas, il y a eu une illusion que ça changeait avec l'arrivée d'Internet, parce que comme on n'était plus obligé enfin, on avait moins de logistique finalement en fait. Et donc le simple fait que les gens étaient susceptibles de s'y connecter, ça suffisait finalement pour justifier le fait que c'était déployé d'une certaine manière, ce qui était une illusion dans Oui, beaucoup de parce que si cas. tu regardais la complétude, Voilà, c'est c'est ça. ça en fait. Et comme à l'époque, ben voilà, mais même encore aujourd'hui, en fait, on voit bien que on n'a pas beaucoup de données sur l'effectivité du déploiement, sur l'efficience ou l'efficacité même des Mm. résultats obtenus, parce que l'évaluation reste Le parent pauvre, hein. voilà, Mm.
parents pauvres de la formation. C'était déjà le cas avant, mais ça s'est pas beaucoup amélioré finalement avec le digital, alors qu'on aurait pu penser justement que là aussi, il y avait une fenêtre, il y avait des opportunités à saisir, mais en fait, les gens s'en sont pas saisis, en fait, pas encore, en fait. Moi, je désespère pas. Je suis encore dans ce métier-là, c'est que j'y crois, mais on s'est arrêté vraiment à l'effet diligence, et puis on n'a pas voulu aller au-delà, en fait, et de dire tiens, pourquoi on changerait pas les règles, pourquoi on n'irait pas plus loin, pourquoi finalement on n'intégrerait pas l'environnement physique. Pour donner un petit exemple, en ce moment j'ai testé depuis 1 mois et demi un nouveau format, ça s'appelle Potluck. Le potluck, c'est une expression américaine, anglo-saxonne, là, qui signifie chacun, tu sais, tu organises un repas chez toi, tu invites des amis et chacun amène un plat. On fait ça aussi en formation, hein, parfois, moi je l'ai fait souvent, en fait, et puis voilà, et puis du coup ça fait plein de plats qui arrivent, et puis ça fait un repas pour tout le monde, on partage, etc. Donc j'aime bien l'idée, enfin moi j'aime bien cette idée-là, je trouve que c'est sympa, et je me dis tiens, pourquoi on ferait pas ça en ligne, Tu en sais fait, que en tu nous synchrone. l'as Alors tu évidemment, nous l'as fait au début, hein. Tu nous as dit: «Vous venez, mais ouais, chacun c'est avec un vrai, truc, hein, et pensez à amener du chocolat». voilà, c'était en physique, voilà, au début, tu te Ouais, souviens, c'est j'ai incroyable. des souvenirs, des photos, on a tous découvert des tas de trucs qu'on connaissait pas. Je trouvais ça génial, et je me suis dit mais on pourrait le faire en ligne. Alors évidemment en ligne, on peut pas partager physiquement notre nourriture, mais ça m'a amené à dire mais pourquoi on déjeunerait pas ensemble? Donc j'organise des déjeuners toutes les semaines maintenant avec une thématique à traiter. Donc on est vraiment dans l'apprentissage. On traite une question, et en fait, j'envoie aux gens une semaine avant la recette. Alors c'est des déjeuners où on n'est pas trop nombreux parce qu'il faut Oui. qu'on puisse échanger, donc je limite à 6 Mmh. personnes, mais il y en a toutes les semaines. Et puis, j'envoie la recette aux gens une semaine avant. Je leur envoie de quoi préparer leur nourriture terrestre, si je puis dire, et leur nourriture intellectuelle. Donc, je leur envoie quelques références sur un truc pas trop long. Ils en ont pour une trentaine de minutes. Voilà, de ressources à consulter, une petite vidéo, un podcast ou un truc, voilà, que je trouve intéressant sur le sujet pour qu'ils viennent avec un petit bagage, en fait, finalement, et dans l'interaction, on est quand même, voilà, on découvre pas trop la question au moment et on déjeune ensemble, et puis on traite la question, et ça dure 1 heure et demie, hein, c'est de midi à 1 heure et demie, puis à 1 heure et demie, on se sépare, et on a appris des trucs, voilà, on a traité une question, donc c'est scénarisé, voilà, il y a une vraie ingénierie, hein, et en fait, tu vois, la première session que j'ai faite, ce qui était rigolo, c'est que j'ai pas donné comme consigne aux gens de manger. Et comme on est en synchrone et qu'il y a des caméras et qu'on se voit, alors c'est pas un truc Teams, hein, c'est un truc où les gens peuvent se déplacer, etc. C'est un environnement spécifique, euh, et avec un décor spécifique pour ces déjeuners. Et à la fin de la première session, je leur ai dit mais vous avez mangé? Moi j'avais mangé, et personne n'avait Ah oui. mangé. Bah je dis bah quand même, je vous invite à déjeuner et vous mangez pas, mais si on avait fait ça au restaurant, vous auriez mangé. Vous ne seriez pas resté, le serveur, il serait venu avec les plats, il vous les aurait posés devant vous, on aurait traité le sujet, et vous auriez quand même mangé. Et bien là, le fait que ce soit en ligne et que les gens ont l'habitude des réunions synchrones en ligne, on ne mange pas pendant la réunion en ligne Oui, la plupart du il y temps. a il y a l'inj il y a l'injonction. En fait, il y a ce côté, ben non, ça ressemble à un truc que je connais, du coup, j'ai pas le comportement adapté. Et donc maintenant, je suis explicite, je dis aux gens pour mettre à l'aise, et c'est normal qu'on se voit manger même devant la même caméra, même si vous n'avez pas l'habitude de voir vos collègues manger pendant les réunions. Donc ça veut dire une fourchette. En plus, ils préparent une salade, hein, je suis learning Ouais, salade, bah donc oui. voilà, ils ont une salade à préparer. Et donc ça se mange plutôt avec une fourchette, hein, donc voilà, c'est l'idée d'être installé quand même aussi, hein, c'est pas un sandwich machin, c'est l'idée de prendre un peu de temps aussi. Et ça veut dire aussi que dans le temps de l'ingénierie, il faut que je leur laisse des moments où ils peuvent manger, en fait, mais voilà, tout en continuant à travailler. En fait, on fait pas 15 minutes pour manger, en Ouais, fait, bah parce que non, ça a pas sinon, d'intérêt sinon. c'est Bon, 1 heure pour manger, mais on le fait en même temps, en fait. Et tu vois, et mon idée là-dedans, c'était de convoquer le corps, en fait. Tu vois, c'était de dire, le digital peut nous permettre de déjeuner ensemble, voilà, en faisant ça. Et ce qui est marrant, c'est que cette expérience-là, les gens l'ont eu pendant le Covid, quand ils étaient enfermés. Il y a plein de gens qui ont déjeuné avec leur famille, tout ça, en ligne, etc.
c'est une expérience que les migrants ont aussi avec les réseaux. Ils arrivent à déjeuner avec leur famille. J'avais lu une étude là-dessus où les gens partageaient des déjeuners à distance, en fait, hein, avec leur famille qui était loin ailleurs dans le monde, pour partager des repas, etc. Parce que partager un repas, c'est un truc important, où ils se disaient des choses, et tout en mangeant, en fait, même si on n'est pas dans la même pièce, en fait. Et ça, c'est des pratiques que les gens vont intégrer dans leur sphère privée, parfois. Mais quand on passe du côté apprentissage ou professionnel, alors là, non, c'est hop, on cloisonne, et en fait, on dit non, ce comportement-là n'est pas adapté. Soit on le fait adapter, tu vois, c'est cette idée-là, en fait, du Ah, c'est digital, excellent en ça. disant, mais pourquoi qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que j'ai inventé? Vous avez déjà mangé avec d'autres gens, vous avez déjà travaillé, vous avez déjà fait un repas de Mmh. travail, un déjeuner où vous travaillez en même temps, ok? Euh, vous avez déjà suivi une formation en ligne, vous avez déjà fait des réunions en ligne. Bon, alors, j'ai juste mélangé ces ingrédients-là, mais il n'y a Ouais, rien de ouais, puis nouveau, en fait. t'arrives Qu'est-ce un que peu à la bourre, tu dis: «Tiens, excuse-moi, je finis mon café et que je t'écoute quand même», tu sais? C'est un peu ça, quoi. Mais évidemment, en fait, tu vois? Et les gens à la fin se disent: «Ah ouais, c'est marrant ça, dis donc, c'est innovant». En fait, c'est innovant, je sais pas si c'est innovant, Ah oui, la mais en tous fameuse les cas, innovation. oui, et ça fonctionne. Et je dis: «Mais c'est parce que vous pensez que le digital, c'est tout seul devant sa machine». Vous avez toutes vos représentations, alors on en a tous des représentations, hein, moi le premier, hein, il y a pas de souci, mais c'est de se dire: autorisez-vous, en fait, à aller chercher des trucs que vous connaissez. Il y a pas besoin d'inventer des trucs tordus. Il y a juste à aller chercher des trucs que vous connaissez, essayer de les décaler, essayer d'introduire un nouvel ingrédient, en fait, hein, finalement. C'est de dire, tiens, et si on le faisait en ligne, en synchrone, qu'est-ce que ça donnerait? Et puis l'imaginer. Et en fait, si vous posez cette question-là, bah, l'imaginer, c'est pas bien compliqué, hein, ce que j'ai fait. J'ai envoyé des recettes, ça existait déjà, les recettes de Mmh. salade, hein. Ah J'ai bon? rien inventé. Ouais, ouais, consulter des documents en ligne, j'ai rien inventé. Euh, voilà, se donner rendez-vous à un moment donné en synchrone, j'ai rien inventé, hein. On fait ça depuis 1000 ans, et, Faire enfin, un pas 1000 ans. déroulé, pour une classe virtuelle, ça existait déjà? En fait, qu'est-ce que j'ai juste changé un peu l'optique, en fait, mais finalement, en revenant à des choses que les gens connaissent, plutôt que, voilà. Et le digital, c'était aussi ça, c'est que les formateurs, tu vois, ont rejeté le digital parce qu'ils ont pensé que ça pouvait être une menace, alors qu'en réalité, c'était une Ouais, je opportunité. sais. Et tu vois, et c'est pour ça que je dis que la formation digitale n'existe pas, parce que si on considère qu'elle existe, en fait, ça inhibe et ça Le reste, ouais. clive. Alors qu'en réalité, c'est un outil, en fait, c'est un outil au service de l'inclusion, de la diversité. Enfin, ça permet d'intégrer des gens qui peuvent pas se déplacer, qui ont des problèmes de mobilité. Ça permet, enfin, il y a tellement de Ouais. possibilités, qui étaient tellement difficiles à mettre en œuvre avant, en fait, et que ça ouvre, Tu vois, il faut s'autoriser. quand je faisais quand j'avais en charge le déploiement du digital là sur mon centre, j'avais des gens qui étaient très réticents et en vérité, ce que j'avais observé, c'est que les formateurs qui avaient peur de se faire voler leur truc, ceux qui disaient clairement, hein: «J'ai peur de me faire voler mon truc». Moi, une fois, il y en a un, il dit: «Oui, mais tu comprends, je vais pas, mettre ça dans le truc. J'ai passé, 2 jours pour faire ce truc de calcul commercial». Bah, je lui dis: «Vas-y, raconte-moi ce que c'est ton calcul commercial là». Il m'explique ce que c'est, je le tape en même temps dans Google, et là ça me dit, j'ai dit: «C'est ça là ton truc, ça fait ça, ça et ça». «Ah bah ouais d'ailleurs». Là j'ai dit: «La vraie question c'est pas est-ce qu'on va te le voler, c'est pourquoi tu as mis 3 jours à faire un truc que je mets 3 secondes à faire sans être, expert dans ton métier». Et souvent ce que j'avais compris, ce que j'observais, c'est que ceux qui étaient les plus réticents, c'est les gens qui en vérité avaient entre guillemets déjà volé des ressources. C'était pas Ouais, ceux qui les avaient créés, parce que ceux qui créaient les trucs, ils s'en foutaient, eux. D'abord, ils s'en foutaient de le ouais, partager parce qu'ils étaient capables d'en refaire d'autres, tu vois? Et ouais, ouais, j'avais observé ce type de population, tu vois? Alors, enfin ouais. bon, si tu vas me dire, j'en avais 180 ou 200, j'avais le temps de les regarder, de les observer et puis d'essayer de comprendre un peu leurs réactions, et ils avaient cette crainte, du vol, de la privation. Je dis: «Mais moi, je me souvenais de ce truc qui disait, tu sais, quand ton savoir, c'est une bougie, quand tu le donnes à un autre, tu allumes une autre bougie, beh, quand on a 50 bougies d'allumées, on y voit vachement mieux. Et puis en plus, nous, notre savoir à nous, il se développe encore plus de par l'interaction qu'on a avec les autres et le questionnement qui nous arrive auquel on n'avait pas pensé, quoi. C'est euh, Bien c'est sûr. c'est une façon de voir les choses. C'est comment je co-construis avec vous votre apprentissage. Enfin, alors si tu sors de ta ligne de confort, hein, t'as plus ton PowerPoint, t'as plus tes 3 phrases clés. On y va, on avance, c'est dynamique, mais c'est ça notre job.
En fait, c'est ça notre job, ouais. C'est exactement ça. Et puis, en fait, la formation est un monde un peu étrange où les gens, en fait, quand on leur demande d'expliquer ce qu'est leur métier, en fait, ils expliquent un truc qui n'est pas du tout ce qui a de la Ah oui. valeur. Tu sais, je fais ce test-là, alors c'est un petit peu cruel, mais c'est un peu comme toi Ouais. avec Google, hein. Je trouve que c'est cruel ce que tu Ah bah faisais. oui, qu'est-ce que je te dis, au bout d'un moment, faut y aller, hein. Moi aussi, je fais pareil. Donc, mais souvent, quand je débarque, je dis aux gens, bon alors, vous faites quoi? Ouais, je suis formateur, formatrice, machin, ok. Alors, c'est quoi votre métier? Décrivez-moi votre métier. Ah bah, mon métier, c'est de transmettre. Voilà, ok, bon, super. Ouais, moi, je transmets des connaissances, des compétences, machin, tout Mmh. ça. Ok, super. Et, vous faites quoi? Bah, moi, j'anime des stages. Dans les entreprises, c'est souvent des animateurs qui font des stages d'une journée, 2 journées, tout ça. Alors, je dis, en intra, par exemple, alors, je dis, c'est quoi le meilleur, enfin, c'est quoi le moment qu'il ne faut pas rater dans la journée? Et en fait, un formateur, souvent, il dit, bah, c'est le repas du midi. En fait, c'est important le repas du midi. En fait, dans un stage d'une journée, si on mange avec les stagiaires, c'est vraiment important à gérer, et gérer le repas. Je dis: «Ah ouais, c'est intéressant». Donc je dis: «Alors attendez, je vais récapituler ce que vous m'avez dit. Je vous dis: "C'est quoi votre métier?" et vous me dites: "Le moment le plus important, c'est le repas du midi"». Donc en fait, vous êtes animateur de repas. Oups. Ah évidemment, ça Ah hurle ouais. parce que Oui. et donc j'ai dit: «Non, mais je force le trait, bien sûr que c'est pas ça. Moi aussi, je sais que c'est ça parce que j'ai été animateur, machin, enfin je le suis toujours en fait, hein, souvent», et j'ai dit: «Bien sûr que, mais regardez en fait, vous êtes persuadé que c'est votre contenu, votre savoir à vous, le truc que vous êtes persuadé d'être le seul ou la seule à savoir, C'est alors qu'en fait ça. tout le monde plein d'autres vous avez l'impression que c'est ça qui fait votre valeur et qui fait, alors qu'en réalité, ce qui fait que ça fonctionne, c'est votre capacité d'empathie, de relation, d'accompagner les gens, de les emmener dans le truc. Et en fait, ça, vous le mentionnez jamais. En fait, quand vous c'est alors que c'est ça qui fait qui crée la valeur. Et en plus, par rapport à la technologie, c'est le truc qu'on vous retirera pas, ça. Et enfin, pas tout de suite en tous les cas. C'est le truc qui sera le plus dur, hein. Même si avec l'IA, la question commence à se poser un petit peu. Et face au digital, quand on leur disait ça, je disais ça aux gens pour les choquer et en fait pour les mettre à l'aise après en disant, donc vous voyez bien que le contenu, ça n'est jamais qu'un élément, un ingrédient, mais qu'en fait l'élément principal, c'est la relation et c'est vous qui êtes le maître de la relation. Et donc, et dans le digital, comment vous le transposez dans le digital, ça? Si vous voulez que le digital soit efficace, il va vous permettre de retrouver du temps et des ressources en fait pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est votre vrai métier. C'est pour ça que je parlais d'un métier du care Ah tout oui, à l'heure. c'est ça. C'est-à-dire que le travail, c'est de prendre en charge les gens, en fait. Et quel que soit le sujet, quel que soit le niveau, que vous soyez dans une entreprise, que vous formiez des gens éloignés de l'emploi, que vous fassiez une formation à des experts comptables hyper pointus sur un sujet de fiscalité internationale que 10 personnes seulement connaissent, etc. Dans tous les cas, de toute façon, ça reste le même problème. Et donc, votre contexte va changer, mais le problème reste le même, en fait. Et en fait, cette inconscience de ce qui fait la valeur en fait des professionnels en fait. Je ne sais pas si ça se rencontre de manière aussi nette dans d'autres professions. Est-ce qu'il y a un tel écart en fait entre dans les autres métiers? Je me rends pas compte de ça, mais c'est flagrant dans le monde de la formation. Et si on déconstruit pas ça, en fait, on n'arrive pas à intégrer n'importe. Enfin, il n'y a aucun Mmh. changement possible en réalité. Tout le monde va s'arc-bouter sur des. Et aujourd'hui, on a des salles de cours qui ressemblent à celles qu'on Ouais, avait en 80. donc Tu vois, dans cette démarche, moi, quand je formais des formateurs, je leur disais: «Vous n'êtes pas ici pour apporter des réponses. La réponse, c'est votre connaissance, votre savoir. Vous êtes ici pour mettre les gens en question». C'est-à-dire que vous ouais. mesurerez l'avancée dans le dispositif uniquement en fonction des questions qu'ils se posent et qu'ils vous posent et que vous les entendez émettre ces questions. Parce que c'est à ce moment-là que vous saurez où ils en sont dans leur réflexion, donc dans leur apprentissage. Donc apprenez-les à poser des questions, apprenez-les à se mettre en question et vous verrez, l'apprentissage sera beaucoup plus facile et vous aurez une vraie visibilité de leur avancée cognitive dans ce qu'on veut ces nouveaux comportements. D'abord, par la métacognition, comprendre pourquoi je vais faire les choses, et après, le déroulé observable. Là, vous pouvez bien observer s'il fait l'action ou pas. Et du coup, en vérité, ils apportent des réponses. C'est vraiment c'est ce contenu. Je transmets ça. Arrêtez de transmettre. Mettez-les en question. Posez-leur des questions. Parlez du sens des choses. Pourquoi on ferait ça? Qu'est-ce que ça nous apporterait? Qu'est-ce que ça vous apporterait? Et je crois que il y a un game changer là quand même qui est évident. Enfin, moi, je vois, c'était
Enfin, je sais pas d'où me vient ça, mais moi, j'étais plus déjà orienté là-dessus. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais voir ce que je peux faire pour vous, quoi. Ça, en faisant simple, Ouais, mais. ouais, ouais, ouais. Mais c'est contre-intuitif, hein, même chez les apprenants, si tu veux. Tu vois, après le DU, j'ai poursuivi avec Skillbar et en fait, dans une formation qu'on proposait, enfin, c'était pas une formation au sens légal du terme, mais c'était un processus d'apprentissage. On développait des compétences, je formais des professionnels et donc, dans les évaluations, ce qu'ils avaient à faire, en fait, hein, dans la production qu'ils avaient réalisée, mais c'était le même schéma que celui que tu as suivi dans le DU, je validais des compétences. Et là, comme j'étais plus contraint par l'université, je me suis dit, ben moi, je vous donnerai en fait, je vous donnerai le certificat qu'à partir du moment où j'ai pu constater la compétence. Alors, il y a donc chaque activité, il y avait des critères d'évaluation. Enfin, c'était très classique, hein. Euh, et je demandais au tuteur d'évaluer ses compétences. Et en fait, il fallait que les gens aient acquis à toutes les compétences. Et alors donc il y avait des gens qui disaient ah bah tiens par exemple un truc sur l'évaluation, ils faisaient un quiz et en fait on se rendait compte que le quiz il y avait une petite erreur dedans ou il y avait un truc sur la formulation. Je trouvais que c'était pas terrible. Enfin les tuteurs trouvaient ça parce que c'est surtout eux. Et donc on validait pas la compétence alors qu'il y avait 9 critères sur 10 Ouais. qui étaient bons. Donc les gens disaient on leur disait tu me le refais mais tu bosses Oui, juste, tu tu m'en fais rebosses pas ce tout, point. tu me bosses juste en fait ce point-là. Et en fait, comme après ça continuait, le cursus continuait, en fait, il se disait ah mais non, je comprends pas, j'ai 9 sur 10, donc en fait j'ai validé. Bah j'ai dit non, t'as pas validé. Moi je forme des professionnels. Tu peux pas savoir faire les pains au chocolat, sauf la C'est ça. cuisson. Et on dit bien que la Tu vois, compétence, c'est bien un savoir opérationnel validé. là. C'est bien Et en ça le fait, truc. ce qui était rigolo, c'était que c'était des professionnels de l'information quand Ah même, les oui, gens oui. que je formais, parce qu'on sur la digitalisation. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'ils se disaient, mais non. Et en fait, on est habitué, si j'ai 10 C'est au bon, bac, j'ai j'ai le gagné. bac. Ouais, mais moi, je dis, non, mais moi, je travaille sur la compétence. Je m'en fous de la moyenne. D'ailleurs, je mets pas de notes, en fait. Je m'en fous des notes. Et t'as ton badge. Et puis, quand tu as tous tes badges, tu as ton certificat. Mais ça veut dire que quand je dis à un professionnel, par exemple, Laurent, il sait faire ça, il sait faire tout ça, et ben en fait, c'est vrai. Bah oui, c'est ça le donc, truc. et c'est ça que les gens qui veulent embaucher Laurent, ils attendent en Hum, fait. Pas forcément lui faire tout ça, mais si par exemple je sais faire toute une gamme de gâteaux, sauf 3, et que c'est justement les 3 qu'on va me demander de faire dans la pâtisserie où je vais être embauché, ça pose un Bah problème oui, quand même en fait. Parce que mon employeur, il s'en fout que je sache faire les autres, en fait, puisqu'il c'est totalement veut que je ça. sache faire cela. Voilà, et en fait, ce qui était marrant, c'est que il fallait beaucoup expliquer aux apprenants pourquoi c'était comme ça, en quoi c'était un avantage pour eux, même si ça représentait probablement un effort supplémentaire, et évidemment, parce qu'il fallait qu'ils refassent, en fait, alors qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient passé la barre. Non, t'as pas passé la barre, elle est tout en haut, en fait. Et ça, c'est là aussi, hein, et avec le digital, on peut se permettre de faire ça aussi, parce on peut créer un contexte, en fait, où ça n'influe pas sur le fait qu'ils finissaient à l'heure, etc., et que par contre, on a trouvé la souplesse, pour revenir aux contraintes de temps qu'on évoquait tout à l'heure, on trouvait la souplesse à l'intérieur du dispositif. Là, comme ça durait 6 mois, on avait un peu de marge de C'est manœuvre, en ça. fait. Donc, forcément, quand ils avaient raté, ils avaient un petit surplus de travail dans le mois qui suivait, parce qu'il fallait qu'à la fois qu'ils valident ce qu'ils n'avaient pas validé et qu'ils travaillent sur le coup d'après. Mais en fait, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on a validé tout le monde, en fait. Mais il y avait une forme de réticence quand même. Tu vois, c'est très ancré dans la Ouais. culture scolaire, dans la Tu culture, sais, voilà, ça m'est arrivé de rappeler, toi, à des moments, tu sais, il y a tu fais passer un groupe, tu fais passer un titre. Moi, je faisais passer des titres FPA, formateur professionnel d'adulte. Et j'avais des gens qui avaient réussi leur titre et qui étaient tout de suite assez véhéments, tu sais. C'était pas sympa la façon dont ils affirmaient qu'ils avaient eu le titre, hein. Et là, certains, je les reprenais, je leur disais, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Imaginons que ton titre, c'était une note. Tu as eu 10. J'ai dit, lui, là-bas, il a eu 18. Tu as été avec lui pendant 5 mois, 8 mois. Tu mesures bien la différence entre toi et lui? Ben, c'est tout le progrès qu'il faut que tu fasses pour pouvoir être moins véhément dans ce que tu affirmes.
Et du coup, ça recalibrait un petit peu parce que j'ai dit, tu sais, le titre, c'est pas tout. Parce que effectivement, entre 10 et 18, c'est pas la même chose. J'ai dit, la différence, c'est que toi, tu vas à peu près maîtriser chaque point. L'autre, il est capable de produire son ingénierie, d'avoir un accompagnement qui permet aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires. C'est juste ça l'écart. Mmh. Toi, tu es capable de Mmh. préparer, tu es capable d'animer, tu vas peut-être être capable de faire un petit peu d'ingénierie, hein, d'imaginer un process, quelque chose d'abstrait, mais tu vas peut-être pas savoir l'accompagner, etc. Si tu en manques un, c'est défaillant ton système. Donc du coup, Mmh. j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu 2 ou 3 et c'est marrant parce que c'est ces gens-là qui étaient très, très justes, qui ont été validés pour leur justesse, hein. Il y avait rien à dire sur le fait que oui, ils avaient répondu, ils étaient validés, mais ils étaient vraiment très proches de la limite basse et c'est eux qui étaient tout compte fait les plus véhéments, pour, mais on se comporte pas comme ça, quoi. C'est pas bon, ça. Comme tu devrais au contraire, avec beaucoup d'humilité, te dire waouh, j'ai une chance maintenant. Je vais pouvoir expérimenter ça en temps réel et avoir une vraie progression qui va venir de ma pratique professionnelle, avec une analyse réflexive qui va me permettre, une analyse de pratique qui va me C'est ce permettre que j'allais dire. d'évoluer, quoi. Parce que ça, c'est Ouais, c'est clair. C'est clair, dans ce métier-là, cette dimension réflexive, elle est vraiment forte. Tu vois bah, la fin du DU, tu l'as expérimenté. La dernière activité que je proposais, c'était alors une forme de réflexivité publique en plus, hein, donc parce que je voulais ces deux aspects-là en même temps et, et te faire raconter. Et moi, si tu veux, dans le DU, en fait, hein, donc je demandais aux gens de me raconter en 15 minutes et de façon multimédia leur expérience de la formation telle qu'ils l'avaient vécue. Euh, et la première fois que j'ai fait ça, il y avait 55 personnes, je crois, hein, dans la première session du DU. Et j'ai regardé, je me suis dit, tiens, je vais en regarder 2, 3 pour voir ce que ça donne, parce que j'avais jamais fait ça sous cette forme-là. Et au bout de la troisième, j'ai dit, bon, il faut que je prenne des notes. Donc j'ai re-regardé les 3 que j'avais regardés. Je commençais à prendre des notes et j'ai regardé les 55. Alors ça m'a pris quelques semaines. Et là, je me suis dit, waouh, je suis en train d'apprendre en fait ce que j'ai conçu. C'est-à-dire que je commence à comprendre en fait ce que je provoque. C'était très ah très oui, intéressant en fait parce que j'avais 55 histoires qui rien à n'avaient voir. rien à voir. Tout le monde en fait avait suivi. Évidemment, l'histoire des gens n'était pas la même. Alors, j'en avais l'intuition, Oui. évidemment, je découvrais pas la totalité. Sauf que là, c'était extrêmement précis, extrêmement visible. Je le refais à chaque fois. Et donc, j'ai 350 histoires comme ça de la même formation. Enfin, c'est un truc de fou. La manière dont les gens le font, ce qui les avait heurtés. euh, et là, ça rend très, très modeste parce que tu te dis, alors, ils ont absolument pas vu ce que je voulais faire. Enfin, personne n'a vécu les choses telles que moi je l'imaginais, en fait. Bon, mais ça, c'est pas grave, hein, en soi. Et puis après, c'est aussi, une forme de désarroi au début où tu te dis, mais en fait, je maîtrise pas grand-chose en réalité Dans ce truc-là, dans ouais. le dispositif. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'accompagne des entrepreneurs à développer leur activité. Et une des premières choses dont je leur parle, c'est la différence entre vouloir avoir raison et se confronter à la vérité. C'est Et on ça. est totalement là-dedans parce qu'au départ, ils essaient. Bon, j'ai fait un super dispositif, qu'il est bien mon dispositif. En plus, ils te posent des questions et qui sont tellement orientées que tout compte fait, tu peux pas dire que c'est pas bien. Alors que quand tu fais cet exercice de demander à chacun de façon relativement libre dans un cadre qui lui est précis, à ce moment-là, tu obtiens la vérité. Et c'est Ouais. totalement ça là. C'est en vérité qu'est-ce que les gens en disent et très clairement, je t'assure que mes clients arrivent à la même chose que toi, disent putain mais c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire ou que j'ai voulu faire. Non, mais en vérité, C'est ça. ou alors j'avais même pas vu que ça c'était super bien. Du coup, parce que ça Oui. revient sans arrêt. Et ça, c'est vraiment des éléments essentiels. Tu sais, j'ai utilisé un jeu de cartes qui s'appelait les Learning Battle Cards. Euh, Je ouais, connais ouais, un bien. truc sympa, tu vois. Alors après, j'ai fait imprimer sur de la bâche de chantier Oui. les canevas pour travailler dessus. Et Ouais. pendant la grande école, j'ai fait des sessions de, bah écoutez, vous allez construire le prochain cours. Ce qui a été Ouais. formidable,
Et ça, je le garderai toujours au fond de moi. J'ai un de mes apprenants qui, il a compris, hein, il a compris le système, comment on le faisait, l'introduction, les activités, les évaluations, etc. Il a tout compris. On a modelé les choses. Et quand on en a eu, on faisait ça sous forme de jeu, tu sais, par équipe. Et quand on a fait ça une ou deux fois, il y a un de mes apprenants qui était pas le couteau le plus affûté du tiroir, ni la chips la plus croustillante du paquet, qui m'a regardé et qui m'a dit « Mais alors, Laurent, on peut tout apprendre alors ?» Et j'ai trouvé ça grandiose. J'ai trouvé ça grandiose parce qu'en vérité, ce que je mesurais, c'est qu'il avait compris qu'il pourrait réussir. Et c'est ça la clé. Donc, dans la conception pédagogique, et ne serait-ce que dans la capacité qu'on a de donner à l'autre la pertinence d'observer comment on conçoit, lui permet d'aborder le concept dans quelque chose de très simple. Alors, mais du coup, je peux tout apprendre. Et c'est quelqu'un qui avait des difficultés d'apprentissage, tu vois. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et alors moi, je l'utilisais, tu sais, au début qu'avec des profs, hein. Avec moi d'abord, et avec des profs. Et le jour où j'ai dit, mais tiens, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais avec tes cartes là? J'ai dit, tiens, je vais le faire avec vous, on va jouer ensemble. Et ça a été grandiose. Et j'ai impliqué je formais sur 4 métiers, hein, on avait 4 métiers qui étaient formés simultanément. Pour les 4 métiers, j'ai fait à chaque fois des sessions où c'est eux qui construisaient. Eh ben, je peux te dire ce que j'en ai retiré moi personnellement, et je me souviens d'une session qu'ils avaient fait. Je me suis levé, je formais des FPA en même temps. Là, j'avais des gens qui n'étaient pas des FPA, hein, qui étaient des gens qui venaient pour apprendre les métiers du digital. Je me suis levé, j'ai applaudi. Ils m'ont tous regardé. Je leur ai dit, en 2 heures, vous venez d'apprendre plus que ce que j'avais pensé vous enseigner. Et je crois que la clé, elle était là, tu vois. Et moi, ça a été un grand moment pour moi d'observer ça. Et je faisais le parallèle avec mes FPA qui avaient, eux, travaillé sur ces trucs-là, qui étaient incapables de me produire quelque chose d'aussi simple à appréhender pour apprendre. Voilà. Je crois que c'était ça le truc, tu vois. Non, mais ça, je souscris. Tu vois, il y a quelques années, j'avais fait des séries j'ai fait 2 séries de formation en ligne sur l'apprendre à apprendre. Et alors, tu sais, il y a un adage en formation, on dit oui, il faut rendre l'apprenant acteur de sa formation. Et moi, ça m'a toujours énervé, Ouais. en fait, je sais pas pourquoi. Parce que je trouve que c'est pas la bonne Tu sais que métaphore. moi, ce que j'avais dit, c'était agent de sa formation. Ouais, et moi j'ai mis, en fait, si on veut garder moi je suis resté dans la métaphore, tu vois, du cinéma ou du théâtre. En fait, pour moi, c'est pas acteur, c'est réalisateur ou metteur en scène. C'est pas acteur, en fait. Et ce que tu viens de raconter, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si je suis acteur, ça veut dire que quelqu'un me Oui, et que tu dirige. joues un rôle En fait. qui n'est pas forcément le tien. C'est ce qui me gênait, moi. Et donc, bah voilà, c'est le fantasme du formateur. En fait, c'est l'excuse. C'est de se dire, finalement, mon apprenant, ok, je vais lui donner de l'autonomie, mais de l'autonomie contrôlée, en fait. C'est-à-dire que c'est moi le réalisateur, c'est moi le metteur en scène, et puis il va agir dans le cadre. Évidemment qu'on est là pour poser un cadre et pour sécuriser. En fait, on doit le sécuriser, c'est ça. ce cadre. Mais après, il faut qu'il puisse s'exprimer. Et en fait, celui qui s'exprime réellement, en fait, au-delà, l'acteur s'exprime, bien sûr, mais il s'exprime sous contrainte. Et en fait, on lui a écrit son texte, etc. Alors que là, l'idée, c'est de dire non, mais toi, comment en fait tu vois le rôle, enfin comment tu vois les choses, en fait, comment tu vois le décor, comment tu vois l'organisation des scènes, comment tu vois. Et pour moi, c'est vraiment le réalisateur. En fait, les gens acquièrent l'autonomie s'ils sont capables de réaliser leur formation, pas s'ils sont capables de la suivre. Et donc, c'est une idée qui a du mal en fait parce qu'elle est plus exigeante, c'est évident. Mais en réalité, en termes d'efficacité, enfin l'exemple que tu as cité, il est flagrant. En fait, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports d'efficacité, pas du tout en fait. Tu vois, j'ai un exemple très concret de ça. J'ai eu sur ma 2e session, on a fait 4 sessions. Sur la 2e session, j'ai eu un gars qui était père de 4 enfants et qui était boulanger.
Son métier, c'était boulanger. Ouais. Et nous, on donnait des activités à faire. On était en blended, on faisait des activités présentielles, distancielles. On avait privilégié on faisait plus de distanciel que de présentiel. Et à un moment donné, il rend pas son travail. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, tu sais, c'est très compliqué. Ma femme travaille. Moi, j'ai mes 4 petits à m'occuper. Et du coup, c'est très compliqué. Je lui dis, bah, écoute, quelle serait pour toi la meilleure solution? Et là, il me dit, écoute, Laurent, moi, alors tu sais, nous, il rendait les devoirs et on faisait la clôture, on mettait une clôture à 19h du devoir rendu en ligne sur la plateforme. Et il me dit, bah écoute, moi, Laurent, je suis boulanger. Moi, quand les enfants sont couchés à 10h le soir, je peux travailler jusqu'à 3h du matin, ça me pose pas de problème. Et le matin, à 8h, je suis en forme, tout nickel. Donc, je lui dis, est-ce que si je te laissais pour toi le devoir ouvert jusqu'à 8h du matin, ça serait bon. Bien sûr. Puisque nous, on prenait à 9h, pas besoin de l'avoir à 4h30, tu vois. Ah, mais il m'a dit, il n'y a pas de problème. Eh ben, tu vois, lui, il nous a plus jamais rien rendu, tout était parfait, tout était nickel. Tu vois. Ça, c'est le digital qu'il donne. Parce qu'on n'aurait pas pu le faire différemment. Et c'est vraiment, ça a vraiment été un exemple qui a été fait comme ça. Et j'ai un deuxième exemple. J'ai une jeune gamine qui était dans nos dispositifs, qui était complètement paumée. Ses parents étaient dans 2 pays différents. Elle était restée en France. Et à un moment donné, elle va vraiment très mal et je vois qu'elle dérive parce qu'on fait de l'accompagnement et elle a de mauvaises fréquentations et tout ça. Et elle est paumée. Elle me dit, ouais, moi je suis paumée sans mon père, machin. J'appelle son père. Je lui dis, voilà monsieur, voilà ce qui se passe avec votre fille. Je pense qu'il faut que votre fille vous rejoigne. C'était en Amérique du Sud. Elle est partie 2 mois chez son père et on a fait la formation avec elle, avec le décalage horaire et tout. Et ça l'a restabilisée, ça lui a redonné confiance et elle a réussi comme les autres, tu vois. Et ça, tu peux pas le faire en présentiel. Voilà. Non. Et ça a été, et ça, voilà, ça c'est des exemples extraordinaires à vivre. Et aujourd'hui, elle est dans une école d'art en Suisse. Enfin, c'est un truc, voilà quoi. C'est de la dérive à la vie active, quoi. C'est vraiment super ça. Est-ce que tu t'invites chez les gens et que donc à partir du moment où tu t'invites chez tes apprenants, d'abord c'est toi qui a l'invité finalement, donc tu dois t'adapter en fait. Alors tu peux t'adapter dans la limite, évidemment, tu as un groupe à gérer, tout. Mais en fait on va partir sur une discussion et sur une négociation d'une certaine manière ou sur la recherche d'un compromis en fait qui est plus équilibré en fait. Et surtout, on va éviter d'aller percuter des éléments bloquants, en fait. Oui, puis après, le Voilà. problème, tu mets les gens dans une situation de déloyauté, en vérité, qui est pas de leur Oui, fait. Tu vois, imagine, bien sûr. t'as deux femmes qui suivent ton dispositif. Il y en a une, elle a 3 gamins, et puis l'autre, elle est, écoute, elle vient d'être au chômage, elle a le temps, elle a toute la journée pour bosser. Enfin, c'est inéquitable, quoi. Donc, il faut bien que tu Bien sûr. arrives à faire une proposition pédagogique qui ne mettent pas les gens dans une situation de déloyauté. Moi, c'était vraiment ce mot qui était fort parce que on disait, mais Laurent, ça nous dépasse, ça nous submerge. En vérité, c'est plus fort que nous. Le fait qu'on puisse pas, c'est qu'on ne peut pas. Et c'est pas acceptable de les Bien mettre sûr. comme ça. Et aujourd'hui, le digital devrait nous permettre de porter ça, de porter cette offre pédagogique adaptable et adaptée. Ouais, c'est cette notion de prise en charge que j'évoquais tout à C'est l'heure. Je ça. pense que c'est vraiment notre job. C'est d'aller vers C'est ça. ça. Mais ouais, donc non, tu vois, c'est c'est bien ça. Ça n'existe pas le digital, mais par contre, C'est c'est vachement vachement bien ce efficace. truc-là quand même, pour un truc qui n'existe pas, mais je suis totalement d'accord avec C'est toi. intéressant. C'est vraiment ça, quoi. Bon, bah écoute, Sylvain, je pense qu'on a bien échangé. Est-ce que tu voudrais nous dire Ouais, quelque chose, un petit mot pour la fin? oui, enfin, voilà, je pense que enfin, faut pas oublier effectivement que si le digital permet d'améliorer la prise en charge, hein, je pense que c'est vraiment ce qui ressort de nos échanges, ça vaut vraiment le coup d'y aller et je pense que ça offre des opportunités qu'on a du mal à trouver ailleurs et je pense qu'il faut imaginer l'IA aussi comme ça en fait, hein, c'est-à-dire que c'est le prolongement, même avec une grosse avancée. Je pense que c'est dans ce sens-là en fait qu'il faut aller parce que en formation, les choses qui ont de la valeur, c'est les choses qui ont de la valeur pour l'apprenant. En fait, si ça n'a pas de valeur pour l'apprenant, il Se faut laisser laisser tomber, tomber. ouais.
il faut toujours avoir. C'est un peu ça notre juge de paix finalement. Alors c'est pas toujours facile à apprécier. C'est pas. On fait forcément des erreurs, des approximations, des essais, des itérations, etc. Ça c'est pas grave. Ce qu'il faut, en termes de principe, c'est quand même se dire pour qui on travaille, comment on peut le servir au mieux. Notre travail, c'est d'arroser la fleur, c'est pas de tirer C'est dessus. ça, c'est ça. C'est Un collègue la Samuel. question, moi, que je me pose, hein, moi, je pars du principe, quand je fais un dispositif, que le dispositif est terminé, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Et donc, la question que je me pose, je me dis, si j'enlève ça, qu'est-ce que ça fait à mon apprenant? S'il n'y a pas d'impact, c'est viré direct. Et s'il y a un impact, je garde, bien sûr. Donc voilà, quoi. Bon, écoute, merci beaucoup. J'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir à nous écouter que nous à échanger. Ouais, j'espère Voilà, aussi. écoute, je te remercie. Je te remercie, Sylvain. Je pense qu'on aura certainement l'occasion de refaire quelques petites discussions parce qu'on doit avoir quelques sujets encore qui traînent. Et puis, Ouais, et puis, écoutez, j'invite tous nos auditeurs à toujours nous suivre, ne pas hésiter à nous poser des questions sur les réseaux. Vous trouverez les coordonnées de Sylvain dans le descriptif de l'épisode. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'échanger. On sera toujours à votre service et à votre écoute. À très bientôt sur le podcast de la formation.